je ne faisais qu'un avec mon ex-conjoint. J'étais totalement, alors ce qu'on appelle sous emprise, oui, et c'est vraiment grâce à la pratique du yoga que je parviens à m'individualiser, c'est-à-dire à me reconnaître tel que je suis, qui je suis. À partir du moment où je me vois moi tel que je suis, j'ouvre les yeux sur lui et je commence à le percevoir tel qu'il est. C'est une histoire incroyable et inspirante que celle de Naïma. Elle nous raconte ce qu'elle a accompli depuis qu'elle a été victime d'une tentative de féminicide il y a quelques années. Il est magnifique de voir comment Naïma utilise le yoga pour aider les survivantes de violences conjugales à se reconstruire. Elle aime dire que cette pratique lui a sauvé la vie. Puis, il y a la création de sa structure, Malwa, où Naïma et sa cofondatrice, maître Mylène Inger, accompagnent les victimes. En plus de l'aspect juridique, elles apportent un soutien émotionnel aux survivantes tout au long de leur parcours de guérison. Le travail de Naïma est précieux et indispensable dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Son approche empathique montre qu'il est possible de transformer des expériences traumatisantes en une source de résilience et de soutien pour se rétablir pleinement. Alors j'ai été journaliste en télévision pendant une dizaine d'années. D'abord pour Canal+, ensuite pour France Télévisions, M6, un peu de radio évidemment, avant de m'expatrier, de prendre le large. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la Suède et la France. Ensuite, je me suis installée sur l'archipel de Malte et à Miami. Donc, je suis passée du plus petit État d'Europe à l'un des plus grands pays de la planète. Et pour finir, je me suis installée au Costa Rica, qui était un grand rêve. Moi qui suis un peu une utopiste, j'ai réussi à faire le grand saut et à m'installer au Costa Rica. Et ensuite, je me suis spécialisée plus dans la communication, les outils Internet. Donc, je suis devenue ce qu'on appelle une digital nomade. Je m'occupais de tout ce qui était contenu pour les sites Internet. C'était toujours pour des entreprises. Je m'appelle Naïma, j'ai 44 ans. Je suis professeure de yoga, coach et entrepreneur. Alors en 2017, je rentre en France. Je n'ai pas tout de suite travaillé. Je sortais d'une période assez difficile et puis un peu chaotique surtout. Et je suis désolée. Cet accident de vie, ça s'est passé en quelle année ? Alors, en 2016. En 2016. Ouais, en août 2016. Dans la nuit du 7 août 2016. Séparation suite à ce qui a été qualifié de tentative de féminicide, là-bas au Costa Rica. Donc c'est le pays où je vivais. Et s'en est suivi un long parcours. Excuse-moi, je n'ai pas préparé, mais c'est la première fois que j'en parle. Alors déjà, c'est une date dont toutes les femmes se souviennent, enfin, et les hommes aussi sont parfois victimes, mais c'est une date dont on se souviendra toute notre vie. On est marqué. Oui, c'est une date dont je me souviendrai toute ma vie. Il y a eu un avant, un après, forcément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette année, pour la première fois, j'ai totalement oublié la date anniversaire. Donc, cette année, le 7 août 2024, donc il y a quelques mois, j'ai pas du tout relié cette date au fait que c'était une date anniversaire. Donc, je pense que c'est significatif. Ça veut vraiment dire que le passé appartient désormais au passé et qui vient plus comme ça me rattraper et j'ai envie de dire encore heureux, puisque aujourd'hui c'est moi qui ai pris un peu disons que je me suis attribué ou qui s'est imposé de lui-même, c'est-à-dire un rôle de soutien aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Je pense que c'est d'abord important d'avoir réglé ses propres problématiques par rapport au passé, d'avoir guéri du traumatisme ou des traumatismes et d'avoir fait un travail sur soi. Sinon, je ne vois pas comment je serais en mesure de pouvoir être en soutien justement de ces femmes. Déjà, la première étape, est-ce que vous avez porté plainte ? Est-ce qu'il faut porter plainte ? Alors, je n'ai pas porté plainte en France puisque je vivais au Costa Rica. Au Costa Rica, oui. Oui.
Là-bas, au Costa Rica, ça a été qualifié de tentative de féminicide. Il faut savoir que le mot féminicide en France n'existe pas dans les textes de loi. Alors qu'au Costa Rica, il existe, en Espagne, il existe, je ne me souviens plus de la liste des pays dans lesquels on retrouve le mot féminicide dans les textes de loi. Quelque part, c'est devenu pour moi un acte, je dirais, politique. Je n'ai pas découvert ce mot à ce moment-là, mais le fait de l'employer dans la plainte, donc c'était plainte pour violence conjugale et tentative de féminicide, au vu des gestes et au vu de l'intensité des coups. Après, vous avez décidé de quitter le pays à cause de ça ? Alors non, j'ai décidé de quitter le pays parce qu'après une séparation, il est important d'avoir autour de soi un tissu familial, amical, de retrouver des repères. Et après presque 10 ans d'expatriation, loin de ma famille, j'ai senti qu'il était essentiel que je me rapproche de mes parents, de mes sœurs et de mes amis restés en France. Ça a été essentiel aussi pour pouvoir me reconstruire. La réflexion, pourquoi moi ? Est-ce que vous l'avez eue ? Est-ce que vous avez dû rencontrer un thérapeute, un psychiatre ? J'adore ta question parce que durant ma relation, il y a eu ce « pourquoi moi ?» parce que c'était pas la première relation qui avait été empreinte de violence. Et je me suis même dit, est-ce qu'on m'a pas jeté un sort ? Est-ce que je serais pas quelque part un peu maudite ? Ou alors, est-ce que je ne provoquerais pas finalement cette réaction chez mes partenaires, chez les hommes avec qui je suis ? Et bien sûr, cette question, je vais y répondre plus tard, mais bien plus tard. On a comme ça un pattern, c'est un mot anglais, désolé. C'est une attirance qu'on peut avoir selon l'enfance qu'on a eue. Et moi, le modèle que j'avais eu, c'était c'est pas parce qu'il y a de la violence que la personne en face ne t'aime pas. C'est-à-dire que j'arrivais à faire cohabiter violence et amour. J'ai été même jusqu'à me dire que je devais être peut-être à l'origine de ce comportement. Peut-être que j'étais trop ou peut-être que je n'étais pas assez. Voilà, en tout cas, c'est toute une histoire au sujet du pourquoi moi, ou alors pourquoi est-ce que moi, je choisis ce type d'homme ou ce type de relation. Est-ce que ces hommes qui frappent et qui tuent, est-ce que vous arrivez à les comprendre ? Le portrait de l'homme violent n'existe pas. Il y a une partie de ces hommes qui sont irrécupérables, qui sont peut-être à classer dans la catégorie sociopathe, psychopathe, que sais-je, je ne suis pas psy, mais je sais qu'il y a une partie, selon moi, qui est irrécupérable, et je pense qu'il y a une partie qu'on peut, alors pas sauver, attention, mais avec qui on peut travailler. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de centres, en tout cas de plus en plus de centres, pour les auteurs de violences conjugales. Et il y a des thérapies qui existent pour ça, des groupes de parole. Est-ce que j'arrive à les comprendre ? Non. C'est peut-être pas la bonne question. Est-ce que vous pensez que certains peuvent se soigner ? On a l'exemple d'un homme qui s'appelle Frédéric Matouis, qui a publié un livre qui s'intitule « Ce monstre qui était en moi », je crois, quelque chose comme ça. Le livre commence avec justement une tentative de féminicide puisqu'il poignarde sa conjointe. Je crois qu'ils ont 2 enfants, 2 filles. Et il se retrouve tout de suite en comparution immédiate. Il fait une garde à vue. Et une amie à lui le met en contact avec un psychologue, criminologue, et avec qui il va entamer une thérapie. Alors bien sûr, cet homme, Frédéric Matouis, quand il écrit ce livre, il ne cherche pas à excuser, il ne cherche pas à justifier. En revanche, j'ai trouvé intéressant de lire ce témoignage d'un homme qui fait cette introspection et qui va aller chercher en lui les origines de sa violence. On découvre bien évidemment que cet homme a été lui-même maltraité. J'ai plus le souvenir très précis de son récit, mais à partir du moment où il existe un Frédéric Matouis, je pense qu'il peut y en avoir d'autres, à condition justement d'avoir cette prise de conscience, et pas seulement de la part de l'homme violent, mais aussi de l'entourage. Si on a des gens aujourd'hui qui écoutent cette interview, qu'ils ont dans leur entourage un frère, un voisin, un père, un meilleur ami qui leur raconte qu'il a été
auteur de violences, qu'il a frappé sa conjointe. Enfin, je pense que l'entourage a un rôle à jouer en disant ce que tu fais, ça n'est pas bien, on ne peut pas le justifier. Les hommes violents justifient leurs actes ou alors ils minimisent effectivement leurs actes ou leurs comportements. Comment est-ce que vous avez fait pour vous ressourcer ? Comment est-ce que j'ai fait pour me ressourcer ? L'histoire de ce ressourcement, comme vous l'appelez, en fait, elle commence avant la séparation. C'est-à-dire que moi, c'est au moment où je décide de quitter qu'il y a cette agression. Et je remets aussi un peu de précision dans cette histoire. Les agressions physiques ont été, sur 10 ans de relation, elles ont été, entre guillemets, plutôt rares. Alors bien sûr, à la première claque, il faut partir, bien sûr, aux premières alertes, il faut partir. Aujourd'hui, on le sait. Moi, je ne suis pas de cette génération où nous avait prévenu. Autre chose, je n'étais pas consciente d'être victime de violences conjugales. Et c'est venu, je dirais, quelques semaines ou quelques jours après l'agression. Et c'est à ce moment-là donc, que je décide de porter plainte, mais je ne suis pas consciente d'être victime de violences conjugales. Pour revenir à ce que vous disiez, le ressourcement, la reconstruction, ça a commencé en fait avant l'agression. C'est-à-dire que je rencontre, comme j'aime dire, je rencontre le yoga. Et c'est à travers cette pratique qu'a véritablement débuté pour moi comme le début d'un nouveau chapitre. Donc on est au Costa Rica et le Costa Rica, il faut savoir que c'est le pays du surf, mais c'est aussi le pays du yoga et ça on le sait moins. Et j'y vais pour socialiser, pour me faire des amis. Mais je suis loin d'imaginer ce que ça va me faire. Et à l'issue de la première séance de yoga, je suis sur mon tapis et je m'effondre en larmes. Le fait de mettre de la conscience dans nos mouvements, le fait d'aller explorer sa vie intérieure, le fait de se reconnecter à travers la respiration. En fait, ça m'a reconnecté tout simplement non seulement à mon corps, mais aussi à mon esprit, à mes émotions. De là, je parviens à m'individualiser, si tu veux. Je ne faisais qu'un avec mon ex-conjoint. J'étais totalement, alors ce qu'on appelle sous emprise, oui, je faisais corps avec lui. C'est-à-dire que je n'existais quasi qu'à travers son regard. J'étais tributaire de ce qu'il pensait de moi. Et c'est vraiment grâce à la pratique du yoga que je parviens, j'ai pas d'autre mot, à m'individualiser, c'est-à-dire à me reconnaître tel que je suis, qui je suis, à reconnecter avec mes émotions, avec la valeur, avec mon estime de moi-même. Enfin, c'est un petit peu cliché tout ça et ça sonne peut-être très développement personnel, mais c'est pourtant ce qui m'est arrivé. À partir du moment où je me vois moi tel que je suis, j'ouvre les yeux sur lui et je commence à le percevoir tel qu'il est. Pendant le tournage, j'ai ressenti profondément cette sensation de perte d'identité de soi, de soi-même, de ne plus savoir vraiment qui on est, qui correspondait donc à ce moment-là de cette femme-là. Et ça m'est apparu très clairement qu'il y a au-delà de se remettre de traumatismes physiques qu'on a pu subir, de choses extrêmement douloureuses, extrêmement pénibles, il y a aussi la reconstruction psychologique et il y a un anéantissement de soi. Voilà. Et il fallait partir là-dessus. Je reviens en France, je remets le pied à l'étrier, je reviens à mes premières amours, le journalisme, le documentaire. Je veux devenir autrice et raconter cette histoire parce que... À travers le regard d'autres femmes ou l'expérience d'autres femmes. Exactement. Donc vous enquêtez. Alors oui, je pars de ma situation pour avoir aussi un comparatif entre nos deux systèmes, entre ce système du Costa Rica qui protège hyper bien les femmes et notre système en France. Donc j'aime dire à cette époque d'ailleurs, France, pays des droits de l'homme, Costa Rica, pays des droits de la femme. C'est-à-dire que à aucun moment ma parole n'a été remise en question. Il y avait les blessures, il y avait évidemment les certificats médicaux, il y avait ma parole évidemment, et pas un juge, pas un policier ne m'a posé la question, mais qu'avez-vous fait pour qu'il en arrive là ? Ce qui n'était à l'époque pas le cas en France. Aujourd'hui, il y a des formations pour les policiers, pas partout, mais ça vient. Mais on entend malheureusement encore des acteurs socio-judiciaires en France qui posent cette question aux victimes. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour qu'il en arrive là ? Myriam ? Oui. Qu'est-ce qui se passe là ?
Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi. Sors, on va en parler. Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si... Médecin, alors. Mais... Sors pour me donner son adresse. Écoute, je veux pas que ça se passe mal. Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, point barre. Antoine, il est vraiment pas bien. L'histoire d'une femme interprétée par Léa Drucker qui cherche à protéger son fils d'un mari violent. Myriam, c'est une femme qui cherche à se reconstruire, qui a vécu des choses très dures, mais qui s'est mise en action. C'est une femme qui est partie. Le problème qu'on rencontre ici, par rapport à la parentalité, c'est que justement cette parentalité de l'agresseur, elle n'est pas questionnée. Donc, de fait, l'agresseur récupère la garde de son enfant. Il n'y a pas, c'est ce qu'on appelle le mauvais mari, mais bon père. Mauvais conjoint, mais bon père. À partir de quand est-ce qu'un bon père maltraite la mère de son enfant ? Le documentaire, il faut que je précise, il n'est pas encore réalisé. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à créer Maloa ? Ce qui s'est passé pendant ces 2 années, c'est qu'évidemment, moi, j'ai tissé des liens avec plusieurs de ces femmes, parfois même des femmes, ce qu'on appelle désenfantées, parce que c'est le père qui récupérait la garde, qui parvenait un petit peu à inverser les rôles du coupable et de la victime, où la justice ne prenait pas en compte le contexte de violence conjugale qui avait précédé donc la séparation. Et je me suis retrouvée à me dire, mais on est sur un rôle presque de mentorat. Est-ce que je pourrais pas trouver une meilleure façon de les accompagner ? Je rencontre à ce moment-là Maître Mylène Inger, qui est avocate, qui elle-même très souvent est confrontée donc à ces situations de violence conjugale et intrafamiliale. Et la première fois qu'on se rencontre, on se parle non-stop pendant 5 heures et on ne parle que de ça. Alors, entre mon expérience, les rencontres avec les victimes, elle aussi, ses rencontres avec les victimes, la façon dont elle les défend, le comportement des victimes, les rendus de justice, etc. Et on décide de façon assez naturelle de monter cette structure qui a été baptisée Maloa. Et Maloa, évidemment, pour le jeu de mots, Maloa, c'est-à-dire que la loi soit enfin du côté des victimes. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. On a tout un arsenal dans les textes de loi qui permettent justement de défendre et de protéger les victimes. Et quand je dis victimes, c'est les enfants et les femmes, puisque les victimes sont en majorité des femmes et des enfants. Il y a tout un arsenal qui existe. Donc le souci, il est dans la mise en pratique. Il est également dans le fait que ces femmes, lorsqu'elles quittent, elles sont sous emprise. Est-ce qu'elles vont savoir bien défendre leurs intérêts, défendre les intérêts de leurs enfants ? Elles sont sous le coup de la culpabilité. Une femme, en moyenne, elle va quitter 7 fois avant que ce soit la bonne. Et s'il y a des violences économiques, ça monte jusqu'à 11 fois. Donc ça, c'est les études qui en parlent. Donc, nous, notre objectif, c'est de prendre dès le moment de la séparation, ou peut-être un petit peu avant, au moment de la préparation de cette séparation, et de venir accompagner la victime, non seulement au niveau conseil juridique, mais aussi de lui donner un soutien, on va dire, personnel, émotionnel. Qu'elle devienne actrice de sa défense et de sa protection aux côtés de son avocate, que le travail de l'avocate puisse être fait dans de bonnes conditions. J'ai rencontré d'autres avocates que Mylène Inger qui disent qu'elles ont, avec les victimes de violences conjugales, elles ont à la fois un rôle donc d'avocate, de conseil, mais aussi de psy, entre guillemets évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il y a un travail, elles ont peur, ces femmes. Encore une fois, il y a cette notion d'emprise, il y a la culpabilité, il y a aussi la manipulation de l'auteur de violences. Il y a tout un tas de choses comme le contrôle coercitif, se servir des enfants. Comment est-ce qu'on communique également avec un ex-conjoint violent quand on partage la garde ? C'est vraiment tout un arsenal qu'on a mis nous aussi en place depuis 3 ans. Donc on a beaucoup tâtonné, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est assez pionnier comme façon de faire. En tout cas, moi, je connais pas d'autres binômes comme le nôtre. Alors le binôme, parce que vous n'avez pas précisé, donc il y a une avocate. Oui. Et vous, votre rôle ? Et moi, mon rôle, il est de coacher. Alors, et c'est là où c'est hyper important, parce que jusqu'alors, j'avais ce rôle, on va dire,
dans la sororité, ce rôle d'amie, en fait, avec ces premières femmes que j'ai commencé à accompagner, mais de fait. C'est-à-dire que je me servais de mon expérience pour pouvoir les aider. Je laissais mon téléphone allumé la nuit parce que, au cas où ça se passe mal pour elles, il fallait que je cadre tout ça. La rencontre avec Maître Mylène Inger m'a permis de transformer tout ça et de donner un cadre et de pouvoir accompagner de façon efficace ces femmes et notamment ces mamans. Quand elles sont mères, c'est d'autant plus sensible. Et donc ça encore a été aussi important puisque j'ai dû continuer ce travail sur moi. On ne peut pas coacher. Ce mot, il est difficile, coach, parce qu'il est aussi tellement dans l'air du temps. Donc j'aime bien dire que j'accompagne. Et il y a aussi la mise en place de tout ce qui est communication. Comment est-ce que je communique avec l'ex-conjoint ? La temporalité, elle est importante. Comment ne pas tomber dans les pièges qui sont tendus par l'ex-conjoint ? Tous les conjoints violents sont, par définition, des menteurs et des manipulateurs. Donc, au moment où ils ont des choses à gagner, ils vont tenter de manipuler la victime. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ça va être une catastrophe pour elle. Donc, c'est cette catastrophe qu'on veut éviter pour ces femmes et c'est vraiment de les accompagner dès le départ. On a aussi des femmes qui se présentent face aux juges et elles sont totalement détruites alors que les juges ont face à ces femmes un ex-mari, un ex-conjoint qui lui semble totalement sûr de lui-même et tout à fait charmant. Donc il faut les préparer à ces audiences. Donc c'est vraiment donner toutes les billes à ces femmes, les accompagner pendant toute cette période et au-delà, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est derrière que ça ne recommence pas, mais c'est aussi, l'objectif, c'est de se reconstruire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez subi des violences. L'objectif de ce stage, c'est de vous libérer des traumatismes que vous avez vécus. Voilà, donc vous allez vous mettre 2 par 2 en position de garde et vous allez juste toucher votre adversaire de cette façon. À toi, viens me toucher à la tête. On va apprendre à votre corps à se détendre, à se sentir en sécurité. C'est hyper important, la considération. C'est-à-dire, je me considère comme victime. C'est vrai que ce mot, on l'aime pas. Personne n'aime être une victime. En tout cas, c'est rare. Mais c'est d'abord le reconnaître. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je ne me reconnaissais pas comme une victime. C'est à partir du moment où je me suis reconnue comme telle, et que j'ai été reconnue, bien sûr, par ensuite la justice, que j'ai pu, derrière, me reconstruire sur des bases, on va dire, solides en tout cas. Voilà. Et après cette reconnaissance, c'est encore tout un parcours. Et on a aujourd'hui plein d'outils. Alors pour moi, ça a été le yoga, l'écriture, ça a été la parole, bien évidemment, en parler avec d'autres personnes. Ça a été aussi de m'engager. Oui, ça a été l'engagement aussi. L'engagement, vous l'avez aussi réalisé en faisant le raid il y a quelques mois, j'ai participé au raid Sahraouia. Donc c'est 150 km dans le désert, en course à pied, en VTT, en canoë. Il y a même du saut en rappel. On est une centaine de femmes venues des 4 coins du monde, principalement d'Afrique, du Maroc et de France. Et on court en binôme et on représente chacune une association. Et j'ai représenté l'association Excision, parlons-en, présidée par Ramata Kapo, qui est une femme exceptionnelle, qui a été excisée lorsqu'elle était petite. Je m'appelle Ramata Kapo. Excision Parlons-en, c'est une association qui milite contre les violences faites aux femmes, plus particulièrement contre les mutilations sexuelles féminines. Il faut savoir qu'en France, c'est 125 000 victimes de mutilations génitales féminines. Dans le monde, c'est plusieurs centaines de millions de fillettes, de femmes mutilées sur tous les continents. On rencontre cette problématique en Asie, donc en Afrique bien évidemment, aux États-Unis, en Europe, particulièrement en France, en Angleterre,
où on a eu en Angleterre les premiers cas de condamnation de mères qui ont permis que leurs enfants soient mutilés. Alors, ok, c'est les enfants, entre guillemets, de la diaspora, mais c'est des enfants qui sont nés en Europe, des fillettes qui sont nées en France et donc qui sont françaises, qui ne retournent dans leur pays d'origine que pour les vacances. Oui, elles sont de double culture et elles sont françaises. Et donc, c'est un sujet que moi, j'ai découvert, pour être tout à fait transparente et honnête avec vous, l'excision, moi, je ne voulais pas en entendre parler. C'est-à-dire que ça suscitait en moi des images, ça générait des choses, ça me faisait mal physiquement, je voulais même pas entendre parler du sujet. C'est ma rencontre avec Ramata qui a tout transformé et qui m'a donné envie de m'engager à ses côtés. À ma toute petite échelle, ça a été de représenter cette association, ça a été ensuite de pouvoir en parler sur les réseaux et ça a été aussi d'enquêter. Pour en savoir plus, j'ai pris contact avec l'UNICEF en Afrique, j'ai pris contact avec des associations aux États-Unis pour mieux comprendre. Et ça m'a, vous l'entendez peut-être au son de ma voix, mais ça m'a bouleversée en fait. Et c'est un problème de droit humain, de dignité humaine. L'association, elle s'appelle Excision, parlons-en. Il n'y a pas meilleure prévention que de sortir l'excision du tabou dans lequel elle baigne encore. Voilà, donc ça commence par ça. Le fait de parler de l'excision, quand bien même on n'est pas concerné ou que nos proches sont pas concernés, on ne sait pas dans quelles oreilles ça va tomber. Ça peut être une copine d'école pour nos enfants, ça peut être même au niveau médical en fait. Les médecins, le fait que les médecins en parlent entre eux, ou que les gynécologues reconnaissent une femme mutilée, le fait d'engager la conversation sur ce sujet, ça va peut-être permettre à cette femme qui a été mutilée dans son enfance de prévenir et de dire non, je ne veux pas que ma fille soit mutilée à son tour. Quels sont vos projets, vos objectifs ? Alors, les objectifs, déjà avec Maloa, donc c'est maloa.fr, on a déjà mis sur pied ce site internet où les femmes peuvent prendre attache donc avec l'avocate, me rencontrer. Et on a l'objectif évidemment de grandir, c'est-à-dire d'être reconnu d'utilité publique, d'engager éventuellement les entreprises pour qu'elles puissent elles aussi financer, avoir en tout cas un rôle. On sait qu'aujourd'hui que la violence conjugale, elle coûte de l'argent à la société, elle coûte de l'argent aux entreprises. Elles ont tout intérêt à participer à protéger ces femmes et à aider ces femmes à se défendre. En fait, il faut se souvenir que c'est une initiative qui part de 2 personnes, d'une survivante et d'une avocate. Donc, à partir de là, je vous laisse dérouler. C'est-à-dire que tout est fait avec les moyens du bord, tout est fait avec la force de la conviction, tout est fait avec l'expérience du terrain. Je me fixe aucune limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce besoin. Demain, si ce besoin n'existe plus, Maloa n'a plus lieu d'être, n'a plus lieu d'exister. C'est une activité qui me prend énormément de temps. Voilà. Si c'était à refaire... Si c'était à refaire, je laisserais tout tel que c'est. Tous les gens qui ont des traumas, tous les gens qui ont des parcours de vie difficiles, alors peut-être pas tous, mais voilà, c'est un petit peu comme ceux qui ont frôlé la mort en fait. La vie derrière, elle a une saveur tout autre. Donc c'est aujourd'hui vraiment profiter au maximum des cadeaux de la vie. Alors encore une fois, on est en mode développement personnel dans mon jargon. C'est véritablement ce que je ressens. C'est cette lumière en fait. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.